si tout de suite, j'ai dit, je quitte le pouvoir, qui donne la garantie que ça va amener la paix et que ça ne va pas amener des virages plus grands que celles qu'on redoute? Si les forces de la CEDEAO interviennent en Côte d'Ivoire elles auraient tort. Et que des jeunes Ivoiriens s'opposent aux forces militaires de la CEDEAO, quitterez-vous le pouvoir? Je verrai, j'aviserai. Mais ce n'est pas à l'ordre du jeu pour vous. Ce qui est à l'ordre du jeu, c'est la discussion. Donc nous discutons. Mais je me demande pourquoi des gens qui prétendent avoir gagné comme moi ne veulent pas qu'on revisite les élections. Mais je demande ça. Je demande que les gens viennent et qu'on revisite ces élections. Donc vous accusez vos adversaires d'être à l'origine d'exactions lors du deuxième tour. Est-ce que dans des régions, on a frappé, maltraité, violé même des femmes qui allaient voter Gbagbo ou pas? C'est une question qui est quand même centrale. Quand la représentante des droits de l'homme à l'ONU vous stigmatise et vous pointe du doigt, que répondez-vous? Ah oui, ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre problème auquel je veux bien répondre à long et à large. Aujourd'hui, quel est le problème en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire que des élections ont eu lieu. Le problème est de savoir qui les a gagnés. C'est ça le fond du problème. J'ai dit que je les ai gagnés parce que les institutions qui ont seules la responsabilité de dire qui a gagné disent que c'est moi. Les autres veulent dire autre chose. Ils disent autre chose, mais ils voient bien qu'il n'y a pas de fondement de droit. Alors, comme toujours dans ces cas, quand ils n'ont plus d'arguments sur le fond de la question, c'est-à-dire qui a gagné les élections, ils brandissent, il faut un glissement et ils brandissent les droits de l'homme. Je vais vous dire, en 2000, quand j'ai été élu, c'était exactement le même scénario. Ils ont fabriqué des charniers. Je dis, voilà un charnier, c'est Gbagbo qui l'a fait. J'ai ordonné à la justice de travailler. Elle a travaillé, le procès a eu lieu, les gendarmes qui étaient accusés ont été acquittés. Est-ce que les forces de l'ONU-6 sont impartiales en Côte d'Ivoire? Elles ne sont plus impartiales. Vous avez compris, les moutons. Voilà. Il y a eu un procès ici, Chanel de Bougon, là. Et quand? Depuis cette élection, parce que nous, on les a considérés comme force impartiale depuis, disons, depuis 2003, 2004, quoi. Dès l'instant où leur chef... Qui vous met directement en cause? Oui, que moi je le mets directement en cause. Moi je le mets directement en cause. Moi je pense que les gens de l'ONU, il faut qu'ils soient plus sages. Ils savent très bien qu'avec la montée des tensions, ce qu'on leur reproche. Ils savent très bien que le gouvernement de Côte d'Ivoire a demandé leur départ. Et moi je dis aux gens de ne pas les brusquer. J'ai lancé un appel solennel aux gens de ne pas les brusquer, que nous avons demandé leur départ diplomatiquement, et c'est diplomatiquement que nous l'obtiendrons. Mais il faut qu'ils soient plus sages. Quand les gens qui viennent de l'extérieur veulent s'imposer parce qu'ils ont la force, c'est tout ce que ça donne. Donc la Côte d'Ivoire et Laurent Gbagbo sont victimes de l'extérieur? J'ai dit au début de ma campagne aux Ivoiriens qu'ils ont le choix entre un candidat pour la Côte d'Ivoire et un candidat pour l'étranger. C'est ça. Ça. Adolphe, est-ce que tu as entendu ce que le président Robois dit? Il a dit, quand le monsieur a pris la parole, le monsieur dit, Mohamed Chassani, le monsieur dit, la communauté internationale, tout ça, tout ça, tout ça. Le président Robois répond en disant, quand j'étais en campagne, j'ai dit aux Ivoiriens qu'ils ont un candidat pour les Ivoiriens et ils ont un autre candidat pour les étrangers. Pour les étrangers. Mais c'est ce qu'il a dit depuis longtemps, frère. Tous ces meetings en 2009, 2008, depuis 2005 même, il parlait de ça. Le président... Vous avez le choix. On va aller dans cette là. Vous avez le choix. Il faut qu'ils soient plus sages. Quand les gens qui viennent de l'extérieur veulent s'imposer parce qu'ils ont la force, c'est tout ce que ça donne. Donc la Côte d'Ivoire et Laurent Gbagbo sont victimes de l'extérieur? J'ai dit au début de ma campagne aux Ivoiriens qu'ils ont le choix entre un candidat pour la Côte d'Ivoire et un candidat pour l'étranger. Claire. C'est ça. Ça leur rappelle quelque chose, mais c'est ça. Allons-nous passer par un bain de sang? Je ne le souhaite pas. Et je fais tout pour ne pas que ça ait lieu. Mais vous ne pourrez peut-être pas l'empêcher. Je ne crois pas du tout.
à une guerre civile. Mais évidemment, si les pressions continuent comme elles sont, c'est elles qui vont pousser à la guerre, à l'affrontement. Voilà. Donc, tu as la lettre maintenant, c'est bon? Vas-y, la lettre du fouet d'abord, vas-y. Ok. Oui, c'est la lettre du fouet. D'accord, je fais une petite introduction avant de commencer. Il faut savoir que je parle aux ruminants et puis aux déchets intellectuels qui sont à la tête du pays là. Ça, c'est un devoir de mémoire de l'ancien du feu président Félix Houphouët-Boigny, que nous éclaircissions un peu juste ce qui allait se passer dans l'avenir et c'est ce qui est en train de se passer réellement. Voilà, parce qu'on n'a pas pris les choses au sérieux. Et celui qui a gardé la lettre là avait sorti la lettre trop tard. Ça vous dit en même temps. Je commence ma lecture. Écoutez bien les ruminants. Et c'est aussi pour nos petits frères de 2002, 2003, qui ne connaissent pas la politique, qui viennent s'asseoir, ils vont écouter, ils vont comprendre beaucoup de choses. Devoir de mémoire. Le temps réédite pour ses lecteurs les confidences du premier président à un de ses proches. C'est un document du journal. Live là, on est 300 et quelques, on est 400 et quelques tapotis là. Ils sont en train d'attaquer, hein. Non, c'est lui-même, il a un peu les réseaux, je pense. Il a tapoté le live depuis là. Voilà, on tapote le live, s'il vous plaît, on tapote le live, s'il vous plaît. Donc je réponds. Alors, essaye de déplacer, s'il te plaît. Essaye de te déplacer. Où tu es là, il n'y a pas de réseau là-bas. Adolphe. Ou bien il n'a qu'à refaire sa demande. Adolphe. Attends, il refait descendre, il refait sa demande. Faut refaire la demande, Adolphe, refaire ta demande. Tous ceux qui sont sur le panel là, ils peuvent également tapoter. Hein. Non, Ça gêne pas. Tous ceux qui sont sur le panel ça, vous n'avez pas l'information. Je suis en train de vous informer. Parce que moi, je faisais live boost. Voilà, je suis là, ne vous inquiétez pas, je suis là, ils vont rien, je suis là, ne vous inquiétez pas. On tapote le live. Ok, je peux, hein. Vas-y. Ok. Je suis pratiquement au soir de ma vie et il est impérieux que je... Le tien, ton micro, vas-y. Voilà. Je suis pratiquement au soir de ma vie et il est impérieux que je vous livre quelques informations capitales pour préserver la Côte d'Ivoire d'une éventuelle rupture sociale après que je ne sois plus. En effet, je me rends en France pour subir une intervention chirurgicale et je n'ai pu vous dire si je vais revenir vivant. Ainsi, vous pourriez utiliser à des fins utiles ces révélations. Si je rentrais effectivement silencieux de la France, voilà pourquoi je vous ai fait appeler d'urgence. Sachez à toute fin utile que mon ambition majeure pour la Côte d'Ivoire, notre beau pays, a toujours été de l'élever au rang de pays fortement industrialisé, doté d'infrastructures modernes qui le rendraient totalement indépendant. C'est pourquoi je me suis investi à faire de la Côte d'Ivoire un pays économiquement fort, avec le cacao et le café qui font la fierté du pays. Malheureusement, la France et ses alliés vont user de tous les moyens pour arrêter cette noble ambition que j'ai pour mon pays. Ils vont donc former spécialement des jeunes cadres africains dont Alassane Dramane Ouattara pour m'assassiner et me détruire la Côte d'Ivoire. Mais avant tout, avant de vous dire qui est Alassane, sachez d'abord à partir de quand la Côte d'Ivoire va connaître ses réels problèmes. En effet, du 11 au 15 janvier 1978, je reçois en visite officielle d'amitié et de travail le président de la République française d'alors, Valéry Giscard d'Estaing. Je lui ai fait visiter toutes les infrastructures de la Côte d'Ivoire. Ainsi, de retour en France, Valéry fait rassembler le G7 pour décider des procédures de destruction de la Côte d'Ivoire. Car elle pourrait devenir le miroir du monde si rien n'est fait pour l'arrêter dans son évolution. Mais cette décision ne rencontre pas l'adhésion de l'Angleterre qui n'en voyait pas l'utilité. C'est à partir de ce moment que les prix de nos matières premières, en particulier le café et le cacao, vont chuter considérablement. Et cela perdure. Mais le G7 ne s'arrête pas à cette seule action. Il va multiplier les coups d'État contre ma personne.
Mais à partir de 1981, avec l'arrivée de François Mitterrand à la tête de l'État français, les tentatives et actions de déstabilisation de la Côte d'Ivoire vont beaucoup durcir et s'intensifier. C'est ainsi que François Mitterrand va profiter de l'asile politique du jeune Laurent. Écoutez bien la partie là. C'est ainsi que François Mitterrand va profiter de l'asile politique du jeune Laurent Gbagbo en France en 1984 pour le persuader d'un coup d'État contre moi. Écoutez bien la partie, elle est ruminant. Vous ne pas devoir de me former les choses. Mais Gbagbo, profondément patriote, refuse de détruire son pays qu'il aime tant. Je reprends bien la partie là. Mais Gbagbo, profondément patriote, refuse de détruire son pays qu'il aime tant. Alors, Mitterrand et le G7 vont recruter le jeune Alassane Dramane. Adolphe. Je ne t'entends plus, Adolphe. Je suis là. Il n'y a pas bon réseau. Mitterrand et le G7 Je n'ai pas bon réseau. le jeune Allemand. Vous continuez. On ne t'entend plus là. Je n'ai pas bon réseau, c'est les bâtards là qui sont de mon métier. Ok. Alors Mitterrand et le G7 vont recruter le jeune Alassane Dramane Ouattara, fonctionnaire au FMI, pour l'action de déstabilisation et de destruction de notre cher pays. Car, connaissant parfaitement les origines burkinabées de celui-ci, il le sentait capable d'un tel comportement. Alassane est alors invité en France en 1984 pour expliquer son travail au FMI pour l'Afrique, devant plus de 40 chefs d'État, pendant une conférence de presse. Mais comment Alassane est-il arrivé au FMI? Question. En effet, de 1973 à 1983, sur intervention du président voltaïque d'alors, Sangoulé Lamizana, je nomme Alassane à la BCEAO, successivement comme chargé de mission, conseiller spécial du gouverneur, directeur des études et vice-gouverneur en 1983. En 1982, je demande à mon ministre de l'économie et des finances, d'alors, Abdoulaye Koné, de décorer le jeune voltaïque Alassane pour son dynamisme au travail. Bra, tu as l'image, s'il te plaît? Tu as l'image? Est-ce que tu as là? Tu as l'image? Oui. Tu as l'image? L'image de... Où on l'a décoré là? Oui, il y a ça là-dedans. Voilà. Attends. Voilà. Alassane Ouattara ici, Alassane Dramane Ouattara. Et voici... était décoré par le ministre Koné, Abdoulaye Koné. Décore le Burkinabé Dramane Ouattara. Voilà, c'est écrit blanc sur noir. C'est écrit noir sur blanc. Voilà. Voyez ici. C'est écrit ici. Le Burkinabé Dramane Ouattara. Ok. Aussi, le 1er novembre 1984, avec ma bénédiction et mon appui spécial, il est nommé fonctionnaire au FMI. Également, pour lui témoigner toute mon affection après la mort de Abdoulaye Fadiga, ex-gouverneur de la BCEAO, je nomme Alassane comme nouveau gouverneur de cette institution. Mais, chacun de vous se demande pourquoi et si c'était de gaieté de cœur que j'ai nommé Alassane Dramane Ouattara comme Premier ministre de la Côte d'Ivoire. C'est essentiellement par souci de préservation de la Côte d'Ivoire d'une implosion sociale à l'avènement du retour au multipartisme en 90. Ainsi, sur intervention du G7 et des institutions de Bretton Woods, je nomme d'abord Alassane comme premier président du comité interministériel le 8 avril 90, ensuite comme premier ministre en novembre 90. Mais avant de le nommer comme premier ministre, Alassane s'engage par écrit à rester en dehors de la politique ivoirienne, en s'occupant uniquement de redresser l'économie, même après ma disparition, chose qu'il n'a jamais fait. Pourquoi exiger cela de lui? C'est parce que Alassane n'est pas ivoirien, mais plutôt voltaïque d'origine. En effet, Alassane Dramane Ouattara est né à Numundara, qui signifie en tiefo, sa langue maternelle, village de forgeron, en ex-Olvota. Numundara est dans le canton de Sendou, de la subdivision de Bonfora, qui est du cercle de Bobo du Lasso. Il a pour père Fewatra Djika,
et pour mettre feu Poro Bintou. Tous deux Burkinabés d'origine. Alassane est jumeau, son frère est mort à sa naissance, ce qui entraîna également la mort de sa mère. Ainsi, Alassane fut élevé par Tabilou Ouattara, la deuxième femme de son père, jusqu'à l'âge de 4 ans. C'est à cet âge également que le cousin et ami de son père, Tchekoura Ouattara, affectueusement appelé Mossi Ouattara, à Demboko, comme cuisinier de la Nisa. Retenez également que Alassane a fait le cycle primaire et secondaire après l'école coranique en Est-Volta, actuel Burkina Faso. Il a obtenu son bac au lycée Zinda. Kaboré Alassane est parfaitement conscient de ses origines voltaïques. J'en veux pour preuve le document signé de lui et qui se trouve entre les mains d'une personne digne de confiance dont je vous révélerai le nom dès mon retour de la France. Maintenant, je vais me permettre de vous indiquer quelques points utiles de la procédure suivie par Alassane pour accéder au pouvoir. En effet, comme je l'ai indiqué tantôt, Alassane, le monsieur Afrique du FMI, est invité à Paris par François Mitterrand et le G7 en vue de prononcer une conférence explicative sur son travail au FMI pour l'Afrique. C'est à cette occasion qu'en aparté, François Mitterrand et le G7 vont confier à Alassane la mission d'instruction de la Côte d'Ivoire. Mais n'étant pas ivoirien, donc ignorant les réalités du pays, c'est Dominique né Dominique Folorou Nouvien qui est choisi pour aider Ouattara à réussir sa mission. Amani, ton micro, s'il vous plaît. Voilà comment elle va se trouver auprès d'Alassane. Ainsi, par l'intervention personnelle de celle-ci auprès de moi, je demande d'abord l'accord du président Thomas Sankara pour que Alassane soit nommé vice-gouverneur de la BCEAO au compte du Burkina Faso. Mais pour mener à bien sa mission de destruction de la Côte d'Ivoire, Ouattara va demander à être ivoirien en m'adressant une lettre à cet effet. Sur conseil de Dominique Ouattara, je me contenterai seulement de lui faire établir un passeport de travail, tout en lui promettant la nationalité ivoirienne par décret de naturalisation. Lequel décret n'a jamais été signé de moi et qui se trouve entre de bonnes mains. Notez que Dominique Ouattara, juif d'origine mais français de nationalité, est la clé qui ouvre les portes à Alassane. Une tâche à laquelle elle s'attelle avec finesse. Elle va même jusqu'à éliminer physiquement l'ex-gouverneur de la BCEAO, Feu Abdoulaye Fadiga, qui était son amant, rien que pour permettre à Alassane d'être le nouveau gouverneur de cette institution. Lequel poste que ce dernier convoitait depuis fort longtemps pour m'avoir adressé plusieurs correspondances à ce effet. Car, dans son entendement, personne ne lui contesterait ses origines ivoiriennes, vu que ce poste a toujours été dévolu à un Ivoirien. Tapotez les lives. Au-delà, vous dormez. Hein? Tapotez, partagez le live, les gars. Les chiens, on a comment les partages. Vous demandez certainement pourquoi Madame Ouattara a autant de faveurs auprès de moi. C'est tout simplement parce qu'elle a ma confiance, par son ardeur au travail, son efficacité, mais surtout sa discrétion, car elle a travaillé avec moi dans bien de domaines que je ne peux vous dévoiler maintenant. Retenez seulement que c'est elle qui gère mes biens immobiliers à travers le monde entier. J'ai même fait d'elle mon homme de confiance. Voilà pourquoi elle bénéficie de tant de faveurs auprès de moi. Mais, vu mon âge beaucoup avancé et mon état de santé qui ne fait que se dégrader, je vous demande d'ouvrir grand les yeux sur elle, car c'est une espionne de haut niveau. Elle a toujours su se donner les moyens qu'il faut pour atteindre son objectif. Souvenez-vous que, pour permettre à Ouattara d'être le gouverneur de la BCEAO, elle a éliminé Fadiga par empoisonnement. Elle a usé également des mêmes moyens pour faire disparaître Vamoussa Bamba. Par empoisonnement, c'est ça, non? Je vais. Elle a éliminé Fadiga par empoisonnement. Elle a usé également les mêmes moyens pour faire disparaître Vamoussa Bamba, mon ancien ministre de l'Éducation nationale. Voilà. Donc, la fiole là, qui était aussi son amant. C'est dans les trucs, c'est dans les sangs. Et c'est cette même fiole là que, comment il s'appelle, le Jerry Kobena à Daba et puis les morts, et puis Ouattara lui prend la tête de la Côte. Effectivement, voilà. Vas-y, continue. Afin qu'elle puisse librement épouser Alassane, bien que je sois à ce mariage entre elle et Ouattara, je leur donnais tout de même. Merci, Sister Store. Adolphe aussi là, trop plein de réseaux, c'est pas. Tu es où même? Mais dis les bons, on a lui envoyer les baouins pour Sister Story, merci. Là, ça débloque, ça va pas le bloquer. Avant Bawa, Adolphe, pardonnez. Tu peux pas nous brancher, nous débrancher au coin. Ça va durer longtemps, Adolphe. Faut pas faire ça. Nous branche, nous débranche. Les gars, sécurisez Adolphe. Sécurisez Adolphe. Oh, il est tombé.
Non, quand il y a des il est tombé, il est tombé. Il est tombé. C'est pas du. Il est tombé. Ah, ouais. Il est mort de le voir un peu. C'est les vrais oui qui sont là. Non, mais deuxième là, c'est plus pépant même. Malofé là, c'est plus pépant. Deuxième là, non. Tous à Port-Boué, le 7 juin, le président Laurent Gbagbo arrive, le Kokoko arrive. Voilà. Soyez mobilisés, soyez prêts. À partir du 6, là, Port-Boué doit être B. Côté aéroport, les prélèvements, tout ça en charge. Et puis on avance, c'est ça. Voilà. Adolphe. Tapotez, partagez le live, les gars. Tapotez, merci Odios. Merci Odios. Le président Laurent Gbagbo appelle tous les Ivoiriens. Si tu descends dans le trop, c'est le moment d'y aller. Pas trop, c'est trop, il y a tout dedans. Non, mais on casse, trop, c'est trop. Voilà. Donc, tapotez, partagez le live. Attendez, il y a l'appelé. Je sais pas, il se met dans les points où il n'y a pas de réseau. Là, tapoter en attendant, sécuriser. En attendant, quand Adolphe arrive là, on le bombarde de cadeaux, tous ensemble. On le bombarde de cadeaux pour sécuriser sa partie. Voilà. Parce qu'il est en train de donner les vrais docs. Ça dérange. Dès qu'il remonte, on lui donne des cadeaux. Tapoter en attendant, on sécurise. Le trop, c'est trop. L'homme qui se sent concerné doit rejoindre le président Laurent Gbagbo. Voilà. Si tu vis bien au Dramanistan, si tu vis bien, tu es à l'aise, et que tu ne te sens pas concerné, c'est que tu es un mort de Zelensky. Tu es un naufrageux, tu es un nuageux, tu es un marécageux. Voilà. Tous les Ivoiriens doivent se sentir dans le trop, c'est trop. Le président Laurent Gbagbo n'a pas sorti cette expression-là au hasard. C'est parce qu'il a fait une analyse des choses. Il a fait une analyse de la situation. Que le trop, c'est trop. C'est invité dans le débat politique. Que le trop, c'est trop. Actuellement fait fureur. Parce que tout le monde, en tant que bon Ivoirien, au vu de la situation, se sent dans le trop, c'est trop. On casse ta maison. Tu dors dehors. Normalement, trop, c'est trop doit te concerner. Tu n'arrives pas à manger, à nourrir tes enfants. Trop, c'est trop doit te concerner. Tu n'arrives pas à mettre tes enfants à l'école. Ou du moins, tes enfants, quand ils vont à l'école, ils n'arrivent pas à acquérir l'éducation de base. Être vraiment des enfants bien éduqués, avec tout ce qu'il leur faut, tous les artifices qu'il faut à un enfant normal, bien conçu pour pouvoir être, voilà, bien figé sur ce qu'il doit faire. Le trop, c'est trop, te concerne. Tu n'arrives pas à finir les fins du mois, trop, c'est trop, te concerne. Celui qui est à l'aise dans toute la situation qu'on vit actuellement, la misère que le RHDP instaure en Côte d'Ivoire, celui qui vit à l'aise dedans, c'est qu'il est dans le RHDP, c'est qu'il mange avec le diable. C'est un mort de Zelensky, on le répète encore. Donc, tapoter, sécuriser le live. On va sortir d'ici bien instruit avec toutes les informations que le frère Adolphe va nous donner au travers d'Oxymore et de son panel. Donc, tapoter, sécuriser. Dès qu'Adolphe revient, on le bombarde de cadeaux pour le sécuriser, pour qu'il puisse nous donner la fin de la lecture, ce qu'il est en train de lire là. Et apparemment, il y a un autre document encore qui arrive. Donc, tapoter, sécuriser. Voilà. Je l'ai appelé de gauche pas. On va donner la parole, non? Hein? Un peu, avant qu'il n'arrive. Le tien, on va commencer d'abord si c'est que le président Gbagbo a dit que Ouattara c'est le président des étrangers. Ouais, Dagou, par rapport à ce qu'il vient de lire là, mais figure-toi qu'il n'a même pas lu même des trucs. Même. Il n'a même pas lu. Parce que, tu veux qu'on donne un peu notre avis là-dessus. Mais elle a fiolé Vamoussa Baba, elle a fiolé Abdoulaye Fadiga pour essayer Ouattara. Oui, ça, oui. Ça serait un. Et des deux. Il faut dire que les deux là, pour que Ouattara s'impose là, il fallait que Dominique Ouattara fasse entrer Ouattara dans les géoles du pouvoir. Il fallait que Dominique Ouattara joue un gros rôle dedans. Moi, ce que j'aimerais dire là, à ce sujet-là, aujourd'hui, les gens, nous, on veut pousser les gens à comprendre que nous là, on n'aime pas, c'est pas parce que Ouattara est du Nord, ou bien les musulmans qu'on l'aime pas, hein. C'est parce que, ou bien on le veut pas, c'est parce qu'on sait d'où il est quitté au fait. Comment est-ce qu'il est arrivé? Vous comprenez? Nous, on veut ouvrir les yeux pour vous dire que le gars n'est pas là pour vous, ni pour le Nord. Mais ce qui fait que nous, on ne le veut pas en Côte d'Ivoire, là, sans même qu'il s'est gouverné, c'est parce qu'on sait là où il est venu. Parce que, imaginez-vous, même si c'était Bédié contre Gbagbo, ou bien c'était Gueye contre Gbagbo, au moins on a l'équilibre, au moins on sait qu'il y a un débat sur la table, mais lui, on sait où il est venu et on connaît ses projets. Voilà pourquoi, depuis tout le temps, en tant qu'Ivoirien, on ne veut pas. D'autres pensent que c'est parce qu'on n'aime pas les Nord, ou bien, ça n'a rien à voir.
Bon, eux, beaucoup n'ont jamais écouté cette histoire. Nous, on a déjà écouté ça depuis. On connaît cette histoire depuis. Donc aujourd'hui, là, on importe de vous parler d'un bilan. Parce que nous-mêmes qui n'avons pas fait les études d'économie, nous-mêmes qui ne sommes pas économistes, mais la Côte d'Ivoire, on sait comment il faut gérer ça. La Côte d'Ivoire, on sait comment il faut, ça dit, on n'a même pas besoin d'être allé loin à l'école. Mais est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré a fait les études par milliers? Non. Mais quand on voit le pays, d'autres sont là, mais ils sont étonnés. Non, mais là, normalement, on ne doit pas prendre crédit pour faire ça. Mais nous, on vous dit que depuis le début, le gars, c'est ce qu'il est venu faire. Et ceux qui pensent que le président Alassane a échoué, il n'a pas échoué parce qu'il est dans son plan. Son plan, c'est de descendre la Côte d'Ivoire au plus bas niveau. C'est le plan qu'il est là, il n'a pas échoué. Vous pensez que maintenant on réfléchit pour dire, mais attends, est-ce que pour faire ça, on a besoin de prendre plein de milliards? Vous pensez qu'eux, ils ne savent pas ça, quoi? Vous pensez que le gouvernement actuel, là, ne sait pas? Non, ils savent bien, mais ils sont dans les plans. Parce qu'on te dit ici que Mitterrand cherchait quelqu'un pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Le jeune président Gbagbo n'a pas voulu parce qu'il est ivoirien. Et c'est ce que notre frère disait la fois dernière. Vous pensez que Gueye a quitté le pouvoir, c'est parce qu'il est ivoirien qu'il a quitté le pouvoir? Vous pensez que Bédié, tout cela, c'est parce qu'ils sont ivoiriens, parce qu'ils savent que si c'est gâté, c'est pas bon. Voilà Blé Goudé, un gars qui s'élève, excusez-moi de la réalité, parce qu'il doit passer par lui pour continuer. Il vient, il nous dit, c'est lui-même, non, Alassane n'est pas ivoirien. Alassane, oui, ok. Donc, étranger prend ton pays, puis tu négocies quoi? Toi, tu viens, non, la colle ne va pas passer par moi pour être déchiré. Toi, tu n'as pas dit qu'il est étranger, c'est pas toi qui as dit les gens n'ont qu'à sortir ici. Donc, on vous dit aujourd'hui que, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Les gens ne sont pas là pour vous. Vous pensez que les gens sont là pour vous. Bon, est-ce que c'est pas nous tous on paye le prix? Les gens là, ils mangent du caviar au déjeuner. Les vacances là, c'est-à-dire ils empruntent avion, André, vélo. Car ils vont, ils veulent. Mais nous, vous et nous là, on partage le même problème. La journée, la nuit, le matin. Ouvrez les yeux. Ça me fait mal que notre frère Adolphe n'a même pas fini d'intervenir. Sinon, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Ça ouvre les yeux. C'est un message là. Et puis c'est pas fake, hein. C'est une grande page certifiée qui a publié ça. C'est pas fake. Donc, comprenez un jour que le gars n'est pas là pour les Ivoiriens. C'est simple et clair. Voilà pourquoi tous les Ivoiriens qui essaient de se réveiller pour dire, mais attends, c'est pas comme ça que tu nous as parlé. Ils ont été fiolés. D'autres ont fui. C'est la réalité. Ceux qui ont éveillé un peu les Ouattao, les trucs, les Amba, tous ceux qui voulaient dire, ah, mais attends, ils ont été vite. Ils sont dans un projet. Les gars là sont dans un projet. Et ce projet-là, c'est qu'on soit misérable, on ait honte, on soit... Dites-moi, est-ce qu'avant, l'Ivoirien pensait à quitter son pays pour aller dans la sous-région? Non. Si l'Ivoirien a quitté la Côte d'Ivoire, c'est France ou bien Italie. Mais regardez maintenant. Les gens sont versés dans le Maghreb. Et même ceux qui disent que ouais, le pouvoir est en forme là, ils sont versés aussi dans le Maghreb. Bon, vous partez où? Le monsieur avec sa femme là, c'est pas des petites personnes, il y a longtemps qu'ils sont dans les trucs là. Hein. Et ils ont été choisis, formés pour ça. Vous qui êtes là, non, on a le même nom. Donc on doit le suivre, on a la même religion. Vous n'avez pas dans vous n'avez même pas la même religion ceux-là. Ouvrez les yeux, Ivoiriens, Ivoiriennes. Ouvrez les yeux. C'est en cela que le président Laurent Gbagbo vous tend la main le 7 juin du côté de Port-Boué. Allons parler. La Côte d'Ivoire en a besoin. Si ce pays-là, tu l'aimes, toi qui peux encore ouvrir ton cœur, parce que je vous dis, je vous précise, avec vous ou sans vous, ceux qui veulent avancer là, on va avancer avec eux. Mais il faut être envoûté pour voir que ça là, c'est un mensonge. Le monsieur est très vrai. Le président Laurent Gbagbo, il est tellement vrai envers vous. Il pouvait se caler là-bas, manger son caviar, boire son champagne, et puis il n'en a rien à foutre des Ivoiriens. Il a près de 79 ans. Il est déjà âgé. Il peut se mettre quelque part, puis il s'en fout de la Côte d'Ivoire, puis bon, nous on est dans la souffrance. Mais ouvrez les yeux, les gars. Ouvrons les yeux. Nos frères, l'Afrique en train de... Un bouleversement. Tout le monde en train de se réveiller par-ci, par-là, patriote par-ci. Namibie, Mozambique, Zimbabwe, et voilà, à côté de nous, Burkina, Mali, Niger. Mais nous, on est là, on regarde. On est dans les débats inutiles. À part Oufoué, là, il n'y a pas quelqu'un qui a duré au pouvoir cadeau. 15 ans, mais qu'est-ce qui a changé? Dites-nous, réellement, qu'est-ce qui a changé dans la vie de l'Ivoirien? Et effectivement, il y a eu des changements. Effectivement, il y a eu des changements. Mais c'est quel changement? Des changements où on met par milliers dans la Méditerranée, là, c'est ça qui est le changement? Des changements où ta maison est cassée, taxe par-ci, taxe par-là. Des changements où eux, ils font une erreur. Et le peuple doit payer la facture pour eux. C'est ça qui est un changement?
Vous dites non, vous avez des déficits de paiement. Mais vous avez plein de ministères qu'on peut réduire et prendre cet argent-là pour boucher le trou de la facture. Non, le peuple va payer. On a quoi et puis on paye quoi? On gagne l'argent pour payer. Comment on fait pour s'en sortir? Déjà, il faudrait qu'on travaille pour avoir l'argent pour payer. Bon, toi, tu es payé à 100 000. Ta facture vient à 200 000. Ta facture vient à 80 000. Tu payes, tu manges comment, tu vis comment? Tu mets comment tes enfants à l'école? Tu es malade, tu te soignes comment? Mais quand on dit qu'on a fait des centres d'hôpital, des centres de guérison, des centres de trucs, il faut toi-même te soigner dans ton pays. Et matin, midi, soir, pour tu es là-bas, matin, pour tu es là-bas, tu dis que tu es en train de te soigner. Merci pour les fleurs. Tu dis que tu es en train de te soigner. Mais quelle est la vie de l'Ivoirien aujourd'hui sous le président, sous le règne du président Alassane Ouattara, Draman Ouattara? Quelle est la vie aujourd'hui de l'Ivoirien? Je ne veux pas vexer les autres pays aux alentours, mais nous on sait que dans les années 60, les années d'Oufoué, la Côte était l'Eldorado. Tout le monde venait se chercher là-bas. C'est en cela qu'on dit Ivoirien n'aime pas travailler, Ivoirien c'est un bureau. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Dites-nous. Donc là où nous sommes là, le président Laurent Gbagbo est en train de donner ses dernières énergies, sa dernière force. Tu es conscient, il ne parle pas d'affaires de BT ou bien du là, non. Si tu es conscient, tu es ivoirien, que tu veux un changement vrai, il faut lui tendre la main. Il faut lui tendre la main, il faut aller au meeting, il faut te réveiller, il faut passer à autre chose. Parce que la vie là, on est né pour avancer et non pas pour reculer. Sans oublier les dettes qu'on a. Sans oublier les dettes qu'on a. Vous voyez un peu. Bon, on a un pays qui est riche comme la Côte d'Ivoire. Je peux comprendre qu'on peut prendre des dettes au début parce que là, après la crise, on avait fait tout. Mais 15 ans après, normalement, quand on prend une dette, c'est pour créer une richesse. Quelle est la richesse que les dettes ont créée? Zéro. Ça, c'est un point à côté. Pour venir au pouvoir, vous avez dit qu'on ne vous aimait pas parce que vous êtes du Nord. Mais vous êtes venus là. Ça a divisé tous les peuples. Il y avait des alliances, tout a été brisé. Vous êtes venus là. Quelle est la paix que vous avez instaurée? Zéro. L'Ivoirien ne peut pas parler à son frère du Nord, de l'Ouest. Vous n'avez rien fait pour les Ivoiriens. On ne parle pas des ponts superficiels. Est-ce que quelqu'un met avec projet ou bien on met avec maison? Non. Mais quand le pays est divisé, que tu fais tout pour venir au pouvoir, mais il faut réunir ce pays-là. Ah, Adolphe est là. Ok. Je sais pas, Adolphe est là. Ok. J'ai muté mon micro. Non, vas-y, il cherche une place d'abord. Ok. Non, c'est qu'elle laissé quelqu'un intervenir, puis tu connais. Moi, je suis là-haut. Moi, je vais laisser ma place. Hein. Je laisse ma place après Non, je non, monte merci. sur moi. Merci. Merci, Koudou. Merci, Koudou. Merci, Koudou. Merci pour les fleurs, merci. Tapotez, s'il vous plaît. Là. Tapotez, s'il vous plaît, sinon, c'est pas bon. Et puis, vous informe, il y a Youssouf Zongo qui va arriver tout à l'heure, il va venir. Comme on parle, comme on a fait les réunions, il sera là tout à l'heure, on va parler de ça. Voilà. Il m'a dit dans 10 minutes ou 20 minutes, il sera là. Voilà. Vas-y, Adolphe. Adolphe, tu es prêt? Termine. Ouais, vas-y. Allume. Merci, Canadien. Ouais, sécuriser Adolphe, vas-y. Alors, vas-y, tu peux lire. Je termine le dernier paragraphe là. Ok. Merci pour les cadeaux. Je vais monter un peu, les gars. Je vais monter un paragraphe là où je vais terminer là. Excusez-moi. Et voilà. Je reprends la partie là. C'est tout simplement parce qu'elle a ma confiance par son ardeur au travail, son efficacité, mais surtout sa discrétion, car elle a travaillé avec moi dans bien de domaines que je ne puis vous dévoiler maintenant. Retenez seulement que c'est elle qui gère mes biens immobiliers à travers le monde entier. J'ai même fait d'elle mon homme de confiance. Voilà pourquoi elle bénéficie de tant de faveurs auprès de moi. Même vu mon âge beaucoup avancé et mon état de santé qui ne fait que se dégrader, je vous demande d'ouvrir les yeux, d'ouvrir grand les yeux sur elle, car c'est une espionne de haut niveau. Elle a toujours su se donner les moyens qu'il faut pour atteindre son objectif. Souvenez-vous que pour permettre à Ouattara d'être le gouverneur de la BCEAO, elle a éliminé Fadiga par empoisonnement. Elle a usé également des mêmes moyens pour faire disparaître Bamaba Moussa, mon ancien ministre de l'Éducation nationale qui était aussi son amant, afin qu'elle puisse librement épouser Alassane. Bien que je sois à ce mariage entre elle et Ouattara, je leur donnais tout de même ma condition. Remarquez que ce mariage faisait partie du plan de destruction de la Côte d'Ivoire. D'où ma réticence. Car il fallait que Ouattara bénéficie d'une solide formation politique, laquelle formation il ne pouvait trouver à mes côtés, puisque étant marié à mon homme de confiance. C'est alors que, dans le cadre du programme d'ajustement structurel et de relance économique en Côte d'Ivoire, sur recommandation personnelle du président François Mitterrand et le G7, je nomme Ouattara comme président du comité interministériel le 18 avril 90. Il est bon de signaler, dans le cadre de ce programme,
Ouattara va travailler en étroite collaboration avec Daniel Corona-Duncan, car Duncan avait déjà travaillé avec Alassane à la BCAO. C'est lui qui a formé Ouattara quand il faisait ses premiers pas dans cette institution. Voilà pourquoi le FMI a exigé sa collaboration. Il est plus aguerri qu'Alassane. Ainsi, dans le cadre de ce programme, Ouattara passa au point déterminant de sa mission de destruction de la Côte d'Ivoire, et moi avec. C'est la naissance de police des banques de l'UEMOA. Cette structure avait pour objectif de geler tous mes avoirs pendant 6 mois. Le transfert des fonds était bloqué en Côte d'Ivoire. Il n'y avait ni export ni import d'argent en espèces. Même les citoyens ne pouvaient recevoir ni faire partie de l'argent. Toutes les issues étaient bloquées. C'est pour contourner cette énorme difficulté que j'acceptais, sur recommandation du G7 et des institutions de Bretton Woods, de nommer Ouattara comme Premier ministre en novembre 90. Que pour mieux le contrôler, retenez que toutes les fois que j'ai nommé Ouattara à un poste stratégique, j'ai toujours pris mes dispositions à la BCAO. Chaque Conan banni, Ivoirien authentique était son adjoint, avant d'en être le gouverneur maintenant. Maintenant qu'il est Premier ministre, j'ai modifié l'article 11 de notre Constitution en faisant du président de l'Assemblée nationale Bédier comme président de plein droit de la Côte d'Ivoire, au cas où la mort m'emportait. Je pose tous ces actes rien que pour éloigner sur un possesseur du pouvoir politique, vu qu'il n'est pas ivoirien. Il vous appartient de faire en sorte qu'après ma disparition, la Côte d'Ivoire puisse toujours subsister à cet imposteur, car il emploiera les moyens pour y arriver à ses fins. Offrir la Côte d'Ivoire à Mitterrand et au G7, voilà qui est réellement Alassane Ouattara. Notez bien, Alassane Dramane a été élevé ensemble avec son demi-frère Tigui Ouattara, ex-champion de boxe en 1963 en Haute-Volta. Il est le premier fils de Tabili Ouattara, l'arrivée de la mère d'Alassane Dramane Ouattara. L'hebdomadaire Le Phénix du 9 au dimanche 15 décembre 2002. Merci. Le commentaire pour certains. Merci mon frère. Merci. Il y a Sojuan qui dit l'émotion. Sojuan, vas-y pour la motion. Est-ce qu'il peut mettre en grand le truc, le journal qu'il a lu, comme ça on va faire capture pour aller chercher aussi. Merci bien. Tu vas sur Google, tu tapes les données confidence de fouille. Tu vas voir ça. C'est pas Merci, c'était là ma motion. Merci. Vas-y. C'est bon, tout le monde, c'est bon? Si vous n'avez pas d'émotion, on va passer vite, non? On va passer à la vitesse supérieure. Si, comment on appelle ça? Comment il s'appelle là? Sur les révélations de Badoufa Ibrahim. Tu es prêt, Adolphe? Personne n'a d'émotion, voilà, sur ces stories. Personne n'a d'émotion. Hein? Enfin, c'est juste une petite motion. En fait, pour dire simplement, pour rebondir sur la question du candidat de l'étranger, en 1 minute, je me rappelle très bien, avant la crise de 2011, j'étais encore à Abidjan, où le président Laurent Gbagbo a dit, il arrivait un moment où on ferait la distinction entre le candidat de la Côte d'Ivoire et le candidat de l'étranger. Je vais revenir sur ce sujet en convoquant un peu l'histoire, je dis, mais comme c'est une motion, je tiens à dire simplement que nous sommes dans la même phase que 2011, où nous étions face à un choix décisif. Le président Laurent Gbagbo, contrairement aux autres, qui posent toujours des actes politiques, lui, il pose des actes historiques, si vous remarquez. Et donc, chaque fois qu'il sort, c'est toujours un enseignement. Et c'est à nous de tirer, de décortiquer ce qu'il dit pour affûter, les armes par rapport au combat. Donc, je m'arrête là, je reviendrai pour développer un peu. Merci. C'est bon, il n'y a plus d'émotion? Merci, tiens, Aboud. Il n'y a plus d'émotion? Je fais une motion rapide. Vas-y. Voilà, je fais une motion rapide. Et je m'appuie également sur ce que le frère Adolphe a lu et sur l'intervention du Tché tout à l'heure. Quand le Tché disait tout à l'heure que les gens pensent que on est dans une démarche où on n'aime pas Alassane parce qu'il est du Nord ou quoi que ce soit, c'est n'importe quoi. C'est leur interprétation de la situation. C'est ce qu'on leur a mis dans le crâne pour qu'ils puissent se joindre au combat d'Alassane, pour qu'ils puissent accéder au pouvoir. Mais la vérité est là. Parce que même dans le texte que Adolphe vient de lire, on nous montre déjà que c'est quelqu'un qui respectait pas les lois qui étaient déjà définies en Côte d'Ivoire, qui ne respectait même pas les documents que lui-même s'est attelé à signer vis-à-vis du président Houphouët-Boigny. Parce que dans le document que Adolphe a lu, il a signé ce document-là qui disait qu'il venait pour un travail spécifique et qu'il n'avait pas autorisation de s'ingérer dans la politique ivoirienne. Ça, déjà, il n'a pas respecté. Donc, c'est partant de ça. Et sachant qui l'a envoyé, pour quelle mission, c'est pourquoi il se permettait depuis de fouler du pied toutes les lois qui régissent notre État. C'est à cause de ça que nous, on se dresse devant lui.
quelqu'un qui ne respecte pas nos lois, il ne va pas nous respecter, nous. C'est-à-dire que tu ne respectes pas nos lois, tu ne vas pas nous respecter. Et c'est ce qui se passe. Il ne nous respecte pas. Aujourd'hui, il dit un truc, demain, il dit le contraire. Voici même, je prends un exemple simple pour chuter. On sort même de la Côte d'Ivoire. C'est le même qui disait hier qu'il fallait une cour africaine pour juger, pour qu'on puisse faire nos propres jugements sur nos terres, de ce qui va se passer chez nous et tout. Il était même adepte de cette cour-là. Il en a même fait la promotion quand il était sur le perron de l'Élysée et tout. Il arrive en Côte d'Ivoire, cette cour-là prend les décisions, et le même là vient nous dire, cette cour-là, les décisions sont nulles et non avenues, et que la Côte d'Ivoire ne va pas les appliquer. Vous voyez un peu le genre de personne qu'il est. Et c'est depuis le temps du fouet qu'il a commencé déjà cette démarche. C'est ce qui fait que des gens comme le président Laurent Gbagbo, qui sont attachés à la loi, se sont dressés contre lui. On dit c'est parce qu'il est du Nord, il est ceci, cela. Non, c'est pas ça, les frères. C'est parce que c'est quelqu'un qui ne respecte pas les lois qui régissent notre État. Et quand quelqu'un qui se comporte ainsi ne va pas respecter les citoyens dans ce pays-là, il va pas respecter, il respecte personne. Voilà pourquoi il se permet de casser les maisons des gens. Et tout ça, c'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps. C'est de ça qu'on vous parle, c'est ça qu'on essaie de vous faire comprendre. Je sais que quand on parle comme ça, on prêche un peu dans le désert parce que vous êtes déjà gamés, mais bon, on verra bien ce qui adviendra. Merci, camarade. Alors, tu es prêt? J'ai une motion. On passe sur Padjofé maintenant. Oui. Vas-y, ta motion. Peu Waraba. Parce que je ne sais pas si c'était écouté un peu l'interview de Ronald Fologo. Fologo qui disait ceci, et je cite, il dit que au soir, c'est-à-dire en 93, lorsque Oufou est décédé, mais ce même type, M. Ouattara là, a entrepris encore une démarche pour pouvoir violer la constitution ivoirienne. Il voulait s'entendre avec Fologo pour s'accaparer du pouvoir. Ce que Fologo n'a pas accepté, parce que Fologo était attaché à la loi, et Fologo a dit, voici ce que notre constitution dit. Monsieur Ouattara, je ne suis pas d'accord avec toi. Ils sont restés au téléphone pendant 2 heures du temps. J'ai même l'interview ici. Vous voyez, c'est pour dire que monsieur Ouattara, on ne s'attaque pas à sa personnalité, mais on s'attaque à sa démarche politique. C'est ce que je veux faire savoir à ces militants-là. On s'attaque à sa démarche politique. Il n'a pas une bonne démarche politique qui peut véritablement faire avancer sa population ou disons même l'Afrique. Et c'est cette démarche-là qui ne plaît pas aux Africains et qui ne plaît pas aux Ivoiriens. Parce que où il est là, ce sont ses intérêts personnels qui priment. Tout comme sa femme, Dominique Ouattara, qui ont toujours entrepris de mauvaises démarches jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter pour le moment, quoi. Merci. Alors, vas-y, tu es prêt, vas-y. Avant de commencer là, vous m'en donnez, hein? Oui. Avant de commencer là, moi j'aimerais dire quelque chose aux gens aujourd'hui. Tout à l'heure, chose à parler de Fologo. Vous voyez, il y a des faits réels qui sont là. Mais on a nos compatriotes, nos frères de l'autre côté du RDR, RATP là. Franchement dit, ils ont un véritable problème. Ils ne se cultivent pas. Ils prennent sur ce que les mentors leur disent là-bas, au lieu d'aller faire des recherches pour comprendre ce qu'il a dit là. Ils ne le font pas. Vous voyez, pour quelqu'un qui gaspille, moi je vous demande pas de ne pas faire partie de votre parti, ne pas qu'on appelle ça milieu de votre parti politique. Hein. Je vous demande pas de venir au PPACI. Et c'est l'appréciation de chacun. Mais ce que je veux comprendre, c'est que votre parti politique que vous suivez là, il y a des choses qu'ils font. Si vous-même vous ne vous levez pas pour aller faire des recherches pour comprendre réellement ce qu'ils ont dit là, vous allez toujours rester des bénis, des moutons épanouis. Ils vont vous trimballer partout vont passer. Parce qu'ils vous racontent des conneries et vous aussi vous êtes dedans, vous acceptez. Hein? Un parti politique qui veut régner, qui veut protéger, gouverner, payer un jour là. Mais il doit quand même mener des combats nobles, justes, et non avoir le sang des Ivoiriens sur la main. Mon cher, on a beaucoup de choses à se dire. Bon, je peux lire la lettre de Padjofé. Non, laisse-le valider le truc, s'il te plaît. Il faut laisser valider le truc. Après, s'il y a des choses à suivre, vas-y, Adolphe. Bon, attends, il y a une partie que je vois. Je chante. Ok. C'est bon? Bon, ce que je vais lire, je vais l'écouter bien attentivement encore les ruminants. Adolphe, tu vois? Ils sont des barras, quoi. Voilà. Donc, tu me dis qu'il doit illustrer, il demande l'illustration. Ok, je te dis en même temps. Ça, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je suis sur le je suis là. Allons-y. Ok. Côte d'Ivoire, retour sur la crise. Confession d'Ernest Rebelle sur son implication dans la guerre. Je m'appelle Padjofé Ibrahim.
je suis de l'ethnie Dioula et je suis un déserteur de l'armée ivoirienne. Si je donne mon vrai nom, c'est parce que je n'ai plus personne à protéger. Car mes parents, mon père, mes 2 sœurs et mon frère, étudiant en licence d'anglais à l'université de Bouaké, ont été exécutés dans la nuit du 8 au 9 février dernier. Je suis donc un rebelle fugitif qui a décidé de ne plus participer à la destruction de mon pays. J'ai été au cœur de la rébellion. J'ai participé à toutes les étapes de la préparation, de l'attaque jusqu'à l'exécution. Je sais que les choses que je vais vous dire paraîtront aux yeux de certaines personnes comme une plaisanterie de mauvais goût. Mais je jure sur les cadavres de mes parents que ce qui va suivre est la stricte vérité. Et même si cela arrive bien en retard, il n'empêche qu'il peut permettre de comprendre beaucoup de choses et de prévenir bien d'autres dangers qui guettent le contrôle gouvernemental pour réaliser à quel point les Ivoiriens, avec les autorités à leur tête, ignorent les véritables dangers qui planent sur le pays. Je voudrais préciser avant toute chose qu'aucun des pays qui entourent la Côte d'Ivoire n'aime la Côte d'Ivoire. Ils ont tous participé d'une façon ou d'une autre à la destruction du pays. J'y reviendrai. Cela dit, je voudrais demander pardon aux Ivoiriens et à toutes les victimes innocentes de cette guerre à tout ce que nous avons provoqué dans notre pays, notre propre pays. J'ai fait du mal, beaucoup de mal, en succombant à certains discours, en pensant, d'après ce qu'on nous avait dit, que le président Gbagbo était venu au pouvoir pour organiser le génocide des gens du Nord et qu'il fallait tout mettre en œuvre pour l'arrêter. Voilà pourquoi la plupart de ceux qui ont pris les armes sont des gens du Nord et qu'à la fin de cette guerre, on découvrira que 60% des jeunes du Nord sont morts dans les fonds-ci, les massacres sur le fond de guerre. Quelqu'un a dit que le jour où ceux qui financent les guerres se retrouveront sur le front, il n'y aura plus de guerre dans le monde. Je me demande si ce monsieur se rendait compte de la véracité de ce qu'il disait. Je voudrais dire ici qu'aucun des chefs de la rébellion qui endeuille le pays n'a jamais mis les pieds sur un front de guerre, ni conduit une troupe au cours d'un combat. Le seul, faut apporter la vidéo des choses là, la vidéo de Katina là. Le seul qui a eu le courage de participer à un combat à la tête d'une unité de 227 personnes, tous des gamins de 12 à 15 ans, a été abattu par les Fonsi le jeudi 17 octobre 2002 à Mbayako et son unité a été totalement anéantie. Faut mettre la vidéo de Katina là. Merci pour les fleurs les gars, merci pour les fleurs. Vous mettez la vidéo de Katina, tapotez, partagez, c'est en partageant que le live va arriver un peu loin. Partagez le live. On partage. On like. Vous êtes là, moi, comme ça. Merci de partager, merci d'apporter, d'envoyer des fleurs aussi. Ceux qui envoient les fleurs là, merci. Ça sécurise le live. Tapotez, partagez le live. Merde. Et tu continues en tant qu'il cherche quoi. Sinon, quand c'est quand non, il faut que je montre. Il faut que je montre. Hein? Il faut que je montre. Non, je dis là, comme il y a le silence, il peut parler, mais tu. Il faut qu'il monte la vidéo, yo, bro. Il faut qu'il monte la vidéo parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont monter après ça, à la suite de ça. Tu vois, non? Ça peut illustrer au moins pour dire que tout ce qu'il a dit là, c'était vrai. Et Katina a confirmé même encore. C'est quoi tout ça? Tapoter, partager, les gars. Une fois, il y a eu une attaque des rebelles, d'une colonne de rebelles qui venait de Bouaké. Et nos forces les ont arrêtés au niveau de Mbayako. Écoutez ce qui s'est passé. Il y a eu un massacre, on a tué une bonne colonne d'armée. Une fois, il y a eu une attaque des rebelles, d'une colonne de rebelles qui venait de Bouaké. Et nos forces les ont arrêtés au niveau de Mbayako. Écoutez très bien ce qui s'est passé. Il y a eu un massacre, on a tué une bonne colonne d'armée. Il a dit quoi, la ville là? Donne la ville là. Donne la ville qu'il a dit. La ville le jeudi 17 octobre 2002 à Mbayako. Mbayako, ok. Voilà. On écoute ici. Une fois, il y a eu une attaque des rebelles,
d'une colonne de rebelles qui venait de Boaké. Et nos forces les ont arrêtés au niveau de Mbayakoro. Donc c'est la même ville. Écoutez très bien. On est d'accord que c'est la même ville, non? C'est la même ville. La même ville. Okay. Effectivement. Il y a eu un massacre. On a tué une bonne colonne de la rébellion. À l'effectif, il n'y avait que des jeunes élèves. Des enfants jeunes. Voilà. Il n'y avait que des jeunes, des enfants. Ici, ils ont dit des gamins de 12 à 15 ans. C'était des élèves. Donc, des enfants. Vous comprenez, non? On va continuer encore. On va continuer. Voilà. Un homme d'État, quand vous voyez ça, quand vous voyez que ce sont vos propres enfants, c'est-à-dire l'avenir de votre pays, que vous en avoir en chair de canon. Continue, mon frère. Ok, on continue, mon frère. Merci. Denza Karamoko. Après cette guerre, le monde entier constatera le désastre. Cela dit, je voudrais situer les choses que je vais dire à 11 niveaux. 1. La préparation de l'attaque. 2. Le recrutement. 3. Les raisons de l'attaque. 4. Les personnalités qu'il fallait tuer. 5. La mort de Bala Keïta. 6. Les commanditaires du coup. 7. Les complicités internes et externes. 8. L'élimination systématique des gendarmes. 9. Le but assigné au MPIGO et au MJP. 10. La mission de l'escadron de la mort et des médias étrangers. 11. Le rôle de la France et des multinationales françaises. Beaucoup de choses ont été dites sur l'attaque du 9 septembre 2002. Certaines de ces choses sont vraies et d'autres sont très loin de la vérité. Il a fallu que je sois au Burkina Faso du mardi 16 janvier 2001 au lundi 16 septembre 2002 pour comprendre à quel point la Côte d'Ivoire était haïe par les pays qui l'entouraient. J'y reviendrai dans le point 7. Qui l'entourent, pardon. 1. La préparation de l'attaque. À mon arrivée à Absongandé, au Burkina Faso, le 16 janvier 2001, le noyau qui devrait diriger les opérations était déjà constitué. Il s'agissait de Thieu Fosé, Masseba Kone, Oumar Diarasouba, Irénée Kablan et Suleiman Diomandé. Il s'agit de la phase 1. La deuxième phase, c'est IB qui a été chargé de cette tâche, aidé par 3 officiers burkinabés qui agissaient pour le compte de leur pays. Le recrutement a été fait dans 3 pays. 1. La vidéo, le Libéria. Allons-y. Ton micro a buté, tu as muté. Le recrutement a été fait dans 3 pays. Hein? Ok. Oui, mais 3 pays. Le Libéria, allons-y. Il y a des beaux ordinateurs là-dedans. Voilà. Le Libéria, c'est ça, non? Le Libéria, allons-y pour la vidéo. Ok. Partagez, s'il vous plaît. Partagez massivement. On doit monter qu'à 2000. Partagez. Regardez en bas. Il y a Joan qui est en bas là. Il est distrait au bout. Bonjour à tout le monde. La vidéo est là. Lui, c'est l'envoyé qui l'a la libéré pour la prise de camp. Vous êtes un combattant ici, vous êtes venu vous battre contre les Ivoiriens? Oui, pour le président Chantelor. Il m'a demandé de venir pour combattre aux côtés des rebelles ivoiriens. Il m'a donné de l'argent pour venir me battre. Combien? Combien d'argent? 150 $. On lui a demandé, est-ce que vous êtes un combattant libérien? Il dit, vous avez fait quoi? Il dit, on est venu pour le président Châtelor. On m'a demandé de venir combattre aux côtés des rebelles ivoiriens, libériens. Libérien que vous dites, c'est pas vous qui avez libéré là. Il dit, on m'a demandé de venir combattre aux côtés des rebelles ivoiriens. Il veut remettre les plans dans les côtés. On écoute. Combien? Combien d'argent? On m'a demandé de venir pour combattre aux côtés des rebelles ivoiriens. On a demandé de venir combattre aux côtés des rebelles ivoiriens. Ok, Adolphe, on y va. Ça, c'est le Libéria. Alors la Sierra Leone. La Sierra Leone, ok. On va écouter pour la Sierra Leone ici. Vous voyez, Sierra Leone là. Sans Boukari, c'est Sierra Leone, non? Sans Boukari, c'est quoi? C'est Sierra Leone. Ok. D'abord, on va écouter Soros. Il va vous dire pourquoi il est devenu rebelle d'abord. Puis maintenant, il va vous montrer Sans Boukari là. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va écouter ici maintenant. Un jour, le département d'État américain m'a contacté pour dire qu'ils apprennent qu'il y avait un rebelle sierra-léonais du nom de Sam Boukari qui était dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et qu'eux n'étaient pas d'accord parce qu'ils recherchaient ce monsieur.
Et que si nous, on ne se dissociait pas de ça, les États-Unis allaient se mettre contre le MPCI. À l'époque, il faut qu'on rafraîchisse la mémoire aux gens. Et c'est vrai que les Libériens étaient rentrés dans l'Ouest et ils avaient pris une partie du territoire de Côte d'Ivoire. Ils faisaient la loi là-bas. J'ai décidé qu'il fallait que nous, on pousse hors de nos frontières les miliciens libériens qui étaient venus et qui avaient annexé jusqu'à Danané. Voilà comment j'ai appelé l'Océanie Fofana pour l'envoyer à l'Ouest. Ensuite, j'ai demandé à Chérif d'aller à l'Ouest pour combattre les Libériens pour qu'ils sortent de nos frontières. Il est parti, ils sont tous vivants. Vous pouvez leur poser la question. Tapoter, partager le live. Chérif est resté là-bas, il m'a appelé, il m'a dit Guillaume, c'est dur sur nous. Sam Boukari est en train de désarmer nos éléments et les tuer. Je n'ai pas de munitions, je n'ai pas de réserve. J'ai dit bon ok, j'arrive. J'ai pris des munitions et des réserves avec Veto qui était mon chef d'état-major particulier. On a fait la route au dîner tout bas pour arriver à Mans. Quand je suis arrivé à Mans, j'ai pris Koulibaly Ousmane Ben Laden qui est préfet aujourd'hui de San Pedro. On a fait la route, on partait pour soutenir Chérif Ousmane. Quand on arrive à Danané, on nous dit que Sam Boukari est là, il avait Félix Do. C'est son vrai nom, Driss Sinclair. Quand je suis rentré, ça devait vers les 22h, 23h, dans le salon de Sam Boukari, je les ai trouvés, ils étaient en train de boire, je me suis assis. Et je voulais négocier avec Sam Boukari pour qu'il se retire. Donc on parlait en anglais. Et il y a quelqu'un qui m'a sauvé la vie ce jour-là. C'est un Guinéen qu'il me permet de dire son nom aujourd'hui. Il s'appelle Sekou Souako. Il était dans le parti de l'actuel président de Guinée, Alpha Condé. Il était le président de la jeunesse. À un moment, Sekou s'est levé, j'ai vu, il était inquiet. Il m'a dit, viens, on allait se mettre de l'autre côté et on a fait semblant d'aller aux toilettes. Il m'a dit, Guillaume, immédiatement pars d'ici. Parce que les éléments de Sam Boukari sont en train d'encercler la maison. Ils disent que tu as des armes. Eux, ils vont vous liquider et puis prendre tout ça. J'ai dit quoi? Il dit ils vont vous liquider. C'est lui qui m'a sauvé. Il est vivant, il est en Guinée-Conakry. Les journalistes peuvent lui poser la question. Quand je suis venu m'asseoir. J'ai dit à Ousmane Ben Laden en Tchibara, je lui ai dit, Ousmane, lève-toi, appelle Vecho, va lui dire de mettre immédiatement en place nos dispositifs, il faut qu'on sorte ici, parce qu'on veut nous tuer. Ousmane est là, posez-lui la question. Ousmane a fait un signe à Vecho, ils sont allés parler, et moi je faisais semblant, je continuais à causer à Sam Boukari. Quand Vecho est sorti, Ousmane est venu s'asseoir à côté de moi et dit oui, j'ai fait la commission. Il dit bon.